Bien, donc pour cette deuxième séance, nous allons essayer de corriger les exercices 3 et l'exercice 4 de la série de TD numéro 1 pour la filière SMP, SMC, SMA. Et je vais directement à l'exercice 3. Alors, la première question, le domaine des longueurs d'onde de la lumière visible s'étend du violet 390 nanomètres au rouge 780 nanomètres. La vitesse de propagation des ondes lumineuses dans le vide est de l'ordre de 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc on demande dans cette question de déterminer le domaine des fréquences correspondantes. La seconde question, donc on considère une source laser émettant dans le verre à 514 nanomètres avec une puissance de 100 milliwatts et on donne ici la puissance de 100 milliwatts par seconde, par unité de temps. Alors, combien de photons cette source émet-elle par unité de temps? Donc on va calculer le nombre grand N. Troisième et dernière question. Cette lumière laser traverse un milieu homogène et transparent d'indice 1,5. On demande de déterminer la nouvelle longueur d'onde lambda dans ce milieu. Alors je commence juste par rappeler le spectre électromagnétique. Donc vous avez d'un côté les fréquences et de l'autre vous avez les longueurs d'onde. Alors, si je considère un axe en lambda, en mètres, donc les longueurs d'onde, donc nous avons lambda égale à 390 nanomètres et nous avons lambda pour le violet et lambda pour le rouge. Alors c'était 780 nanomètres. Alors pour répondre à cette première question, donc vous savez que lambda est égal à V sur nu. Ça veut dire que la fréquence est égale à V sur lambda. Je suppose que je suis dans le vide et donc dans le vide, la vitesse de propagation de l'onde lumineuse est égale à C, est égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ce qui fait le domaine de fréquence va être 3,10 à la puissance 8 sur 390 10 à la puissance moins 9 parce que 1 nanomètre c'est 10 moins 9 mètres et ça va faire 3 sur 390 10 à la puissance 8 plus 9 ça fait 10 à la puissance 17 secondes moins 1 ou Hertz. Alors ce qui fait que la fréquence pour le violet c'est, pour la valeur exacte, un petit calcul va me donner 7,69 10 à la puissance 14 Hertz. Donc la première fréquence pour le violet, c'est 7,69 10 à la puissance 14. Alors pour le rouge, nous avons nu est égal 3,10 à la puissance 8 sur la longueur d'onde qui est de 780, 10 moins 9, et ça me donne 3,84, 10 à la puissance 14 Hertz. Donc, la longueur d'onde 390, lui, correspond en effet 7,69, 10 à la puissance 14 Hertz. Et la fréquence pour le rouge lui correspond 3,84, 10 à la puissance 14 Hertz. Et on va passer à la deuxième question. Pardon. Alors la deuxième question, donc c'était une source laser, donc deuxième question, de longueur d'onde 514 nanomètres, qui dispose d'une puissance égale à 100 milliwatts par unité de temps, par seconde. Donc on demande de calculer le nombre de photons. Donc on sait que la puissance, c'est l'énergie sur T
Et l'énergie d'un certain nombre de photons, c'est tout simplement h nu fois le nombre de photons émis sur l'unité de temps qui est la seconde. Donc, on remplace nu par sa valeur. Donc, h, c'est la constante de Planck, fois c sur lambda, fois n, et sur t. Puisque lambda est égal à 514, donc il va falloir juste faire l'application numérique. Nous avons h, la constante de Planck, est égale à 6,62, 10 moins 34. L'unité, c'est joule fois seconde. Donc, application numérique pour la puissance. Je pose 100 milliwatts, c'est-à-dire 110 à la puissance moins 3 watts, égale à 6,62, 10 moins 34, sur 514, 10 moins 9, fois 3, 10 à la puissance 8 pour la vitesse de la lumière, fois le nombre n. Donc, je peux tirer le nombre de photons par application numérique qui est tout simplement est égal à 7,76 10 à la puissance 17 photons par seconde. Et donc, une source lumineuse laser de 108 milliwatts va dégager 7,776 10 à la puissance 17 photons par seconde. Alors, pour la troisième et dernière question, on donne que cette lumière 514 traverse un milieu d'indice 1,5, donc elle va se voir sa longueur d'onde changer. Contrairement à ce qu'on a dit pour les fréquences, la fréquence n'est jamais changée, alors que la longueur d'onde, elle est modifiée. Donc lambda est égal à tout simplement lambda 0 dans le vide sur l'indice. Donc c'est 514 sur 1,5 et c'est 342 nanomètres. Voilà pour l'exercice 3. On va passer à l'exercice 4. Et donc cet exercice 4 va traiter les lois de Descartes. Au fait, on va partir du principe de Fermat pour montrer la loi de Descartes relative à la réfraction. Donc bien évidemment, il y a aussi la loi de Descartes relative à la réflexion, et ça c'est aussi possible de le faire à travers le principe de Fermat. Donc nous savons que le principe de Fermat, il dit que le chemin optique, il est extrêmement, et que le temps, sa dérivée est égale à 0. Donc soit dl est égal à 0, soit dt égale à 0. Alors l'exercice, il y a deux parties. Il y a un premier sens physique, donc je lis l'énoncé. Donc à l'instant t égale à 0, un promeneur situé en un point A de coordonnées 0, 0 aperçoit un baigneur qui se trouve en difficulté en un point B, XB, YB d'un lac. Le promeneur se met à courir suivant AI à la vitesse constante V1, comme on peut le voir sur le schéma, et à nager suivant IB à la vitesse V2. Les trajets rectilignes AI et IB sont inclinés d'angle I1 et I2 respectivement par rapport à l'axe AY. La question, établir la relation entre I1, I2, V1, V2 pour que le promeneur parvienne en B le plus vite possible, en utilisant bien évidemment le principe de Fermat. Alors, comment on va procéder? Je vais reprendre la construction, donc la figure. J'ai sur un repère, donc le promeneur se trouve en A au point 0, 0. Je vais représenter la surface qui sépare l'air du lac, donc la terre en fait, tout simplement, et en point I qui se trouve à la frontière, intersection, avec la direction AI. Donc le baigneur en difficulté se trouve dans l'eau, donc avec une inclinaison de I2, et le promeneur avec une inclinaison par rapport à l'axe Y, ça c'est l'axe X. Le point I a pour coordonnée X, Y.
Le point A a pour coordonnées 0, 0. Le point B qui est le baigneur et XB, YB. Voilà. Parfait. Donc là j'ai X, là j'ai Y, là j'ai YB et là j'ai XB. La question est d'utiliser le principe de Fermat. Alors le baigneur qui est en position A va courir d'abord dans l'air, donc il va marcher selon cette direction, arriver en un point I, il va nager jusqu'au point B pour sauver le baigneur. Donc ça c'est XB, YB. Donc il va mettre un temps. Donc je vais noter le temps T1 et le temps T2 pour passer de A à I et pour passer de I à B. Bien évidemment, il doit faire le temps le minimum possible pour secourir la personne qui est en difficulté au point B. Alors, le temps total, on peut l'écrire, pour arriver de A à B, c'est le temps T1 plus le temps T2. Et si nous considérons dans cet exercice que les vitesses V1 et les vitesses V2 sont des vitesses qui sont constantes, je peux exprimer la distance qui est AI égale à V1 fois T1. Même chose, j'ai IB qui est V2 fois T2. Donc, en d'autres termes, le temps T1 n'est autre que AI sur V1 plus IB sur V2. Et donc, ce temps doit être le minimum possible. Ça veut dire, mathématiquement, dt est égal à 0. Principe de Fermat. Donc, il revient à calculer AI en fonction de la seule variable x et IB en fonction de x et dériver le temps et sortir la relation qui est demandée. Alors, si on regarde le triangle qui se trouve, si je pointe ici J, et ici je pointe aussi K, donc le triangle AJI, c'est un triangle rectangle, et je peux utiliser Pythagore. Ça veut dire que AI au carré égale à IJ au carré plus AJ au carré. Je vais aussi considérer que la distance entre J et I est petit d, comme donné dans l'énoncé. Donc je peux écrire que AI au carré est égal à D au carré plus X carré, ce qui revient à dire que AI n'est autre que D carré plus X carré. Et je vais remplacer dans cette équation. Donc le temps T est égal à la racine de D carré plus X carré sur V1. Ben, je fais la même chose pour IB. Alors, IB, dans le triangle IBK, c'est un triangle rectangle en K. Je vais avoir IB au carré égale à KB au carré plus KI au carré. Alors, c'est quoi KB et c'est quoi KI? Alors, KB n'est autre que Y moins D. Et KI n'est autre que grand XB moins X. Et dans ce cas, je vais trouver IB. Donc IB à calculer, je le mets ici. IB, ça va être donc la racine de Y moins D au carré plus XB moins X au carré. Et je vais devoir remplacer à cet endroit. Donc le temps total, ça va être racine de D carré plus X carré sur V1 plus la racine carré de Y moins D au carré plus XB moins X au carré sur V2. Et donc j'ai le temps total que doit faire le promeneur pour arriver
au point B pour secourir le baigneur. Alors, si j'applique le principe de Fermat dt égale à 0, je vais devoir dériver cette expression par rapport, bien évidemment, à x. Et si je dérive cette expression par rapport à x, je vais trouver tout simplement c'est égal à x, c'est une simple dérivée, fois v1 la racine. Vous savez que la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Donc c'est x sur la racine de d carré plus x carré, moins, donc c'est plus moins, ça va être moins, xb moins x, parce que c'est la partie où j'ai le x qui va être affecté par la dérivée, v2, la racine carré de yb moins d au carré, plus xb moins x au carré. Et ça, c'est égal à 0. Alors, si j'ai un signe moins ici, si j'égalise les deux termes, vous allez avoir sinus de I1 sur V1 est égal à sinus de I2 sur V2. Pourquoi? Parce que le sinus de l'angle I1, selon le schéma que nous avons, n'est autre que x sur AI. Donc c'est x sur AI. Et sinus de I2, donc sinus de I2 n'est autre que IK sur IB. Et donc si vous remplacez AI par la valeur et IB par sa valeur, vous allez trouver les mêmes expressions et donc vous allez trouver un rapport de sinus I1 sur V1 égale à sinus I2 sur V2. Voilà donc la relation qu'on obtient, c'est sinus de l'angle I2 fois V1 égale sinus de l'angle I1 fois V2. Alors on va entourer cette relation et ça répond à la première question. Alors la deuxième question, elle est relativement très simple parce qu'on va passer à un aspect optique. Donc on va remplacer la Terre par l'air d'indice 1, on va considérer que c'est le vide, et on va remplacer le lac, qui est l'eau, par un milieu transparent homogène, isotrope d'indice 1,33, et on va voir ce que ça va donner. Alors, la deuxième question, je change de stylo, donc la deuxième question, nous avons N1 qui est égal à C sur V1, et nous avons C sur V2 est égal à N2. Ce qui veut dire que V1 est égal à C sur N1 et que V2 est égal à C sur N2. Quand on injecte dans cette équation, on obtient sinus de I2 fois C sur N1 égale sinus de I1 fois C sur N2. Donc on simplifie par C et on obtient N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Et ça, c'est tout simplement la loi de Descartes relative à la réfraction qui établit une relation entre les indices et les sinus de l'angle incident et de l'angle réfracté.